et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture de ce mois de février. Je vais être honnête, je vais essayer d'aller assez vite parce que je suis actuellement en crise d'endométriose. Ça ne va pas très bien. D'ailleurs, je devais à la base filmer dans mon spot habituel parce que j'ai enfin dégagé l'espace pour pouvoir m'y remettre. Et en fait, flemme d'installer tout le setup. J'espère que mon chat ne va pas trop être chiant. Je viens de rentrer il y a genre 10 minutes et elle fait que de miauler, je ne sais pas pourquoi. Je pense, c'est une chatte qui n'est pas opérée, celle-ci j'en ai deux, la plus jeune est un peu chiante, vous l'avez peut-être déjà vu, enfin vous l'avez probablement déjà vu en vidéo puisqu'elle m'a très souvent fait chier en vidéo. Mais la plus vieille, je pense que c'est une question de chaleur qui arrive. Parce qu'elle est jamais comme ça, donc je ne vois que ça. Il n'y a que ça qui justifie qu'elle soit hyper casse-couille là depuis que je suis rentrée. C'est vraiment limite à m'engueuler parce qu'en plus elle a vraiment un miaulement un peu engueulage, tu vois. Genre un peu agressif le miaou. L'autre nuit elle a miaulé dans la nuit et elle m'a vraiment fait peur parce que la deuxième autant elle a un miaou très mignon et très chatonesque encore, même si elle aura 2 ans au mois de mai. J'allais dire bientôt, mais pas tant que ça bientôt, hein. Elle a 1 an et demi pour l'instant, laissons-la grandir à son rythme, petite bichette. Mais l'autre, elle a 10 ans et je trouve que ça se ressent que c'est un chat. De toute façon, elle a toujours eu un miaou un peu plus balèze. Bref, allez, trêve de bavardage et commençons cette update lecture. Mauvaise mère de Kelsey Cox aura vraiment été une super bonne lecture, pour ne pas dire un coup de cœur, puisque pour le coup j'ai vraiment eu un coup de cœur voilà, pour ce thriller, parce que j'ai beaucoup aimé sa construction et j'ai beaucoup aimé ce qu'il racontait et la manière dont il le racontait. Ce roman nous parle de Sophie, 16 ans, qui fête son anniversaire et dont la fête va être complètement gâchée par quelqu'un qui tombe du balcon et meurt sur le coup. Voilà. Un récit qui s'ouvre vraiment de manière fantastique. Nous allons revenir 48 heures en arrière en suivant 4 personnages qui sont tous les 4 particulièrement suspects pour ce qui s'est passé, parce qu'on va très vite se rendre compte que ce sont 4 personnages qui ont plein de choses à cacher. La première, c'est Kim, la mère de Sophie et l'ex-femme d'Ethan, donc le père de Sophie, qui est alcoolique, n'ayons pas peur des termes, et qui a 1000 raisons de vouloir que la soirée chez son ex ne se passe pas bien. On a également Dani, la nouvelle femme d'Ethan et donc la belle-mère de Sophie, qui de son côté souffre d'une grosse dépression postpartum, qui l'aurait déjà a priori poussé à faire des trucs pas très nets et pas très bien. On a également la babysitter de la petite fille du coup de Dani et Ethan, dont je ne vais pas risquer à me prononcer le nom parce que c'est un nom, alors du coup j'ai un doute, je crois que c'est écossais, mais en fait je crois que c'est irlandais, donc je ne sais pas, un nom écossais-irlandais, je suis incapable de me rappeler si elle vient d'Écosse ou d'Irlande. Bref, une femme qui, pareil, a vécu pas mal de choses dans sa vie, a notamment perdu un enfant, on va l'apprendre très rapidement, et qui reporte très légèrement son affection maternelle sur l'enfant de Dani et Ethan. Et on a également Michaela, la meilleure amie de Sophie, qui est probablement celle qui a le plus de secrets de toutes les personnes présentes à cet anniversaire. Voilà. Bref, les bases sont posées pour ce résumé toujours très sympa. Je fais toujours des résumés de qualité, vous en conviendrez. Mais sachez que j'ai vraiment aimé ce roman. J'ai trouvé qu'il était hyper cool. Déjà parce qu'on a des protagonistes qui sont pas hyper fiables. La nounou, on sait qu'elle cache des choses et assez vite on le sait. Donc on se dit, est-ce qu'elle est vraiment fiable? Est-ce qu'elle nous dit toute la vérité? Enfin voilà, et puis elle est très space aussi, il faut reconnaître qu'elle est quand même particulièrement spéciale. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce personnage quand même. On a ensuite Dani en pleine dépression postpartum, qui a complètement l'esprit embrouillé par les hormones, la fatigue, etc. On a Kim qui est alcoolique, excusez-moi mais il n'y a pas moins fiable qu'une personne alcoolique, enfin voilà, tu sais pas trop à quoi te fier. Et on a Michaela qui est une adolescente qui forcément quand elle a quelque chose en tête est un peu obsédée par l'idée parce que c'est une ado et qui va peut-être aussi un peu refaire des fois des scènes en interprétant des choses de manière très adolescente, on va pas se mentir aussi. Bref, c'est un roman où le panel de protagonistes n'est pas du tout fiable et a 1001 raisons de pouvoir avoir fait l'irréparable. Accessoirement, et je pense que c'est le truc qui m'a le plus plu dans le roman, on frôle presque avec le surnaturel puisque la maison, qui est donc la maison d'Ethan, où se déroule la fête, c'est une super belle bâtisse, d'ailleurs le gars il a invité toutes, même des gens que sa fille connaît même pas, pour l'anniversaire de sa fille, parce que l'idée c'est de se faire un peu mousser. La maison, on a fini les travaux, allez on va montrer à tous les voisins qui voient la maison puisqu'elle est sur la colline, littéralement tout le monde a vu sur cette baraque, on va leur montrer un petit peu. Mais cette maison elle est aussi réputée pour être hantée, et en fait, que ce soit Kim ou que ce soit Dani, qui ont toutes les deux vécu dans cette maison,
bah elles ont toutes les deux des sensations pas très nettes dedans. Des choses qu'elles vont voir, qu'elles vont entendre, qui sont un peu cheloues. Et qui vont finir par te faire douter et te dire, bah est-ce qu'en fait elles sont pas devenues un peu comme ça à cause de la maison et pas... Et du coup j'ai trouvé que c'était ultra intéressant ce point de vue là et le fait d'avoir en continu le doute. Et tu te demandes jusqu'au bout si oui ou non, il n'y a pas quelque chose de pas très net dans cette baraque. Et j'ai trouvé que c'était ultra bien pensé et surtout vachement bien fait. Parce qu'on va avoir, du coup, même si on retourne dans le passé que 48 heures avant, on va avoir aussi des anecdotes d'avant. Kim, quand elle va nous parler, elle va raconter des choses qui se sont passées aussi à l'époque où elle était encore mariée avec Ethan et qu'elle vivait dans cette maison. Dani, c'est pareil, on va remonter un peu plus loin aussi dans son histoire. Enfin voilà, chaque personnage va nous raconter son histoire à partir de ces 48 heures-là, mais en racontant des petites anecdotes à droite à gauche de ce qui a pu se passer. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne construction. Je vous en parlais dans le dernier update lecture, mais moi j'aime beaucoup les thrillers pour ça, quand ils sont construits avec du passé et du présent qui s'entremêlent et qui vont nous permettre de dessiner des portraits des personnages et de comprendre qu'est-ce qui a mené à ce moment précis. Je trouve toujours que c'est très bien foutu et c'est quelque chose que j'aime, moi personnellement. Et là je trouve qu'en l'occurrence, c'est vraiment bien parce qu'on a affaire à des personnages qui peuvent avoir imaginé plein de choses, qui vont être un peu poussées presque à la folie, parce que Dani, elle en est à un stade où elle se pose des questions. Kim, elle est tellement alcoolique que tu te dis, bah, il s'est passé quelque chose pour qu'elle en arrive là, et tu vas vite comprendre que bah, cette vie dans cette maison, peut-être que oui, ça a quelque chose à voir. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a énormément de choses qui se passent, mine de rien, à cette soirée, même si c'est des choses dont on n'imagine pas la globalité, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et surtout j'ai eu des doutes sur des personnages et sur ce qu'ils cachaient pendant très longtemps sans jamais totalement voir ce qu'il en était, et je trouve que c'est vraiment bien mené pour ça, parce que jusqu'à la fin je n'avais pas du tout vu venir en fait le retournement final et les révélations qu'on a à la fin. Donc pour ça c'est un coup de cœur et j'ai vraiment aimé cette ambiance en fait. J'ai trouvé que l'ambiance était vraiment géniale. Et vraiment la maison en plus c'est très particulier parce que c'est genre c'est la maison hantée du village, tout le monde connaît les anecdotes. Bon évidemment on les raconte aux enfants pour qu'ils aient peur, mais en même temps tu sais pas si c'est totalement vrai, si c'est des légendes, quelle est dans la légende la part de vérité. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa et j'ai surtout beaucoup aimé comment les 4 histoires de ces 4 femmes sont liées d'une manière ou d'une autre. Bref, lisez Mauvaise Mère, et d'ailleurs je ne l'ai pas du tout dit mais c'est un roman qui m'a été envoyé par l'éditeur Vianney de Gallet, donc je remercie vivement l'éditeur parce que j'ai vraiment passé un super bon moment, et je remercie également Ned Gallet. La Maison des Silences de Donato Carisi est le 4e volume des aventures de Pietro Gerber. C'est toujours publié chez Calman Levy et chez le livre de poche pour la version poche, mais celui-ci il vient de sortir donc il est toujours pas dispo en poche, hein, ne vous emballez pas. Pietro Gerber est hypnotiseur pour enfants. Il est psychiatre mais spécialisé dans l'hypnose, et c'est comme ça que généralement il va aider à soigner un petit peu ses enfants, enfin ses enfants soignés c'est un bien grand mot, mais en tout cas il va les guider vers le mieux par l'hypnose. On va lui apporter Mathias, un gamin de 9 ans qui depuis des mois rêve d'une mystérieuse femme au point d'en avoir développé une phobie du sommeil. Cette femme le regarde, ne lui parle pas, on l'appelle d'ailleurs la dame silencieuse, et voilà. En plongeant dans toute cette affaire, Pietro va se rendre compte qu'il y a des choses pas très nettes. On est encore une fois dans un récit, et d'ailleurs c'est le cas de toute la saga, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette saga, dans un récit qui va presque mêler encore une fois le surnaturel au réel. Il y a vraiment un moment où on se demande si cette dame silencieuse, est-ce que c'est une personne réelle? Est-ce que c'est une personne créée de toutes pièces par l'esprit du gamin? Est-ce qu'elle va vraiment nous demander de l'aide comme on a l'impression qu'elle le fait? C'est vraiment ultra bien mené, parce que jusqu'à la fin tu ne sais pas vraiment s'il n'y a pas une dimension un peu surnaturelle dans tout ça, et je trouve que c'est toujours vraiment intéressant. Ce que j'aime beaucoup avec Donato Carisi, c'est qu'il étudie vraiment toute la psyché humaine, et il réussit à nous pondre des romans qui sont ultra réalistes, même quand, encore une fois, il frôle avec l'irréel. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment incroyable, puis particulièrement dans cette saga, autour de ça et de cette psyché humaine. Le fait d'être, en plus de ça, dedans, le héros du coup est hypnotiseur, donc déjà c'est une dimension, enfin voilà, c'est un peu, t'as les sceptiques autour de l'hypnose qui n'y croient pas du tout, et du coup je trouve que le point de vue qu'il a choisi d'adopter l'auteur à chacun de ces tomes est très bonne, parce que on va avoir systématiquement ce petit doute dans chacune des histoires de putain, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus?
est-ce que c'est pas un peu surnaturel ce qu'on est en train de lire? Et je trouve que c'est très très bien amené parce que avec tout ce que le cerveau est capable de voir, de comprendre, d'interpréter, bah tu peux pas t'empêcher de te dire ouais, bah, c'est peut-être juste un biais du cerveau et voilà quoi. Peut-être qu'il y a un petit bug et voilà. Et en fait, à chaque fois, il arrive à justifier même l'injustifiable et en même temps, le doute reste et le doute plane et c'est génial. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, je l'ai trouvé un peu détaché des 3 autres, mais tout s'explique dans le roman. Et d'ailleurs, il y a eu des moments où je me disais, mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de ça? Et en fait, j'ai tout compris à la fin, hein, forcément, puisqu'il nous l'explique et qu'on comprend pourquoi il y a plein de détails qu'on n'a pas forcément dans ce récit-là. Et j'ai trouvé que c'était ultra intéressant. J'avais presque l'impression de revenir aux sources et j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai aimé la manière dont il interrogeait justement ces notions de surnaturel et dont je crois que c'est le premier tome où vraiment il accepte presque l'idée que ce soit pas explicable. Et je trouve que c'est ultra intéressant. C'est toujours particulièrement sombre et je pense d'ailleurs la couverture est la plus sombre de toutes et je trouve que c'est celui qui est le plus sombre, tant parce qu'il va aborder comme sujet autour de cette dame silencieuse que par le personnage de Pietro qui a vraiment évolué depuis le tome 1. Il a fait je dirais même qu'il a dévolué, enfin bref, il a fait une espèce de descente aux enfers et je trouve que là on le retrouve dans un espèce d'entre-deux où on sait pas trop le situer et il m'a un peu brisé le cœur par certains aspects mais je crois que c'était dans le précédent où c'était encore pire. Le précédent vraiment on avait l'impression qu'il était plus bas que terre le personnage et là j'ai un peu l'impression que il est au stade où il pourrait recommencer à aller bien. Bref, en tout cas lisez cette saga, je la trouve vraiment géniale. Je n'ai plus le titre en tête du premier tome, mais c'est tout à fait trouvable si vous allez sur la page de Livre Addict de Donato Carisi. Vous avez toute la saga de Pietro Garber et vous avez les différents tomes. C'est vraiment une saga que je vous conseille de découvrir parce qu'elle est vraiment cool. Et en plus, elle est assez différente de ce qu'on a l'habitude de lire en thriller. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'ai un thriller avec de l'hypnose. Et en plus, avec des enfants. Ce qui, on va le reconnaître, est encore un stade au-dessus dans le cringe. Parce que les gosses, des fois, ils nous sortent de ces trucs. Tu te dis, mais où est-ce que t'es allé chercher ça? Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus intéressant. Et non, vraiment, je vous conseille cette saga, elle est géniale. Après des thrillers, j'avais envie d'un petit peu de douceur et j'ai donc attaqué Mechanisms of the Heart, le tome 1 The Dare d'Alicia Garnier, qui pour moi a été presque une relecture puisque j'ai lu la première version de ce roman qui est sorti en 2019, Will You Play. Mais je vous avoue que je me rappelais tellement pas que j'ai pas du tout eu le sentiment de relire quelque chose que je connaissais déjà. Ce roman nous raconte l'histoire de Dawn et Garrett, amis depuis l'enfance. Aussi différents qu'ils sont complémentaires, ils ont toujours tout partagé ensemble. Les voilà aujourd'hui à l'âge adulte, et si les sentiments amoureux qu'ils ont pu ressentir à l'adolescence et auxquels ils n'ont jamais donné libre cours ne sont pas totalement étouffés, il est clair qu'ils sont amis et rien de plus. Seulement voilà, quand Dawn va rencontrer un homme, Josh je crois de mémoire. Bon, c'est pas dit dans le résumé, donc je crois que c'est Josh, mais peut-être pas, ça se trouve je lui invente complètement une vie, la meuf. Donc quand elle rencontre ce fameux mec, ça va mettre à mal leur amitié de plein de manières différentes. Mais je ne vous en dirai pas plus parce qu'il se passe tellement de choses de toute façon dans ce roman que il vaut mieux le découvrir par vous-même. D'ailleurs, mettons les pieds dans le plat tout de suite, mais je trouve qu'il y a un peu de trop de drama. Voilà. Je suis un peu partisane du trop de drama tue le drama et que là en l'occurrence, et en même temps sur un livre qui fait plus de 500 pages, ça s'entend, il se passe peut-être un peu trop de choses dramatiques jusqu'à la fin qui l'est également. J'avais pas du tout souvenir de ça d'ailleurs, donc je sais pas si c'était vraiment le cas ou si ça a été rajouté, parce que je sais qu'il y a une nouvelle qui se déroule entre le 2 et le 3, le 1 et le 2 du coup, n'importe quoi. Et du coup je me demande si la nouvelle n'a pas été accolée à ce tome 1, parce qu'il y a vraiment toute la fin, je ne m'en souvenais pas du tout. Alors je me plante peut-être, mais voilà. En tout cas, ceci dit, je dis ça, mais je me rappelais pas de grand chose. Bref, un peu de too much drama. Malgré tout, c'est un roman que j'ai trouvé hyper addictif avec une très jolie histoire. Honnêtement, les Friends to Lovers, soit ça passe, soit ça casse avec moi. Et accessoirement, les non-dits également. Et là, on est très clairement dans du non-dit H24. Et s'il y a bien un genre, enfin une thématique de romance où je pardonne les non-dits, c'est dans les Friends to Lovers parce que en effet, quand t'es ami avec quelqu'un, t'as pas forcément envie de tout gâcher en lui avouant tes sentiments et du coup, ça paraît logique qu'on ne se dise pas les choses et du coup, c'est le seul endroit de la romance où je supporte le non-dit, sinon ça me met les nerfs, je me dis mais parlez-vous. Là en l'occurrence, je comprenais qu'ils ne le fassent pas et ça avait du sens avec leur histoire. Voilà. Globalement, c'est une bonne relecture, comme je vous l'ai dit, je me rappelle vraiment pas du tout de ma précédente lecture. En même temps, ça commence à dater un peu quand même, hein, puisqu'il est sorti en avril 2019 et j'ai dû le lire à peu près dans ces eaux-là. Donc,
On peut comprendre avec tous les livres que je lis dans l'année que je ne me souvienne pas d'un livre lu il y a 5 ans, 6 ans, 5 ans, 7 ans. Waouh! Bref, il y a longtemps, hein. La meuf qui sait compter, en plus, c'est ça qui est fou. Je sais même pas trop quoi en dire en fait, parce que j'ai à la fois eu l'impression que je préférais ma lecture là que la fois d'avant, mais en même temps je lui ai mis une un peu moins bonne note, puisque je crois que je lui avais mis 16 la première fois et là je lui ai mis 15. Donc voilà, un peu bizarre du coup, mais j'ai vraiment eu le sentiment de préférer ma lecture là. J'ai aimé les différents rebondissements parce que je trouve que c'est pas mal, même si comme je vous l'ai dit sur la fin j'en avais un peu ras-le-bol et j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine bien et qu'on n'en parle plus. Là j'ai vraiment l'impression que la fin rajoute encore une couche de drama, alors même si ça ouvre le tome suivant et que tu as envie de lire la suite après avoir lu ce tome 1, on va pas se mentir que c'était un chouïa too much pour moi et que j'en avais un peu ras le cul sur la fin, des non-dits, des trucs douloureux, etc. Malgré tout, je trouve qu'il est hyper bien construit, j'ai vraiment aimé la manière dont l'histoire se déroulait. J'ai aimé le fait qu'il y ait presque tout un très long, une ellipse, c'est ça, qui est une ellipse aussi longue, parce que du coup je trouve que ça explique plein de choses. Voilà, après bon, il y a des décisions des personnages que j'ai pas forcément aimées, il y a des fois des choses qu'ils ont faites que j'ai trouvé bêtes comme leur yep, mais je les ai trouvés fondamentalement humains, et dans une romance, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais moi c'est ce qui me touche le plus, c'est de savoir que les personnages ils sont réalistes et que je m'attache à eux en fait. J'aime m'attacher aux personnages parce que j'aime l'idée que ce soit des gens que je puisse croiser dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui pêche dans la dernière romance que j'ai lue, c'est que j'ai pas trouvé que ce soit ultra réaliste au niveau de la construction des personnages, et c'est ce qui fait que j'ai pas trop accroché. Ici, c'est ce qui fait que j'ai accroché, c'est que je me suis attachée à eux et j'ai trouvé que leurs réactions, elles étaient cohérentes. Même si oui, des fois j'ai eu envie de leur foutre des baffes, bah n'empêche que c'est des personnages qui sont bien construits parce qu'ils sont réalistes de ouf, et c'était vraiment très très cool. J'ai adoré retrouver la plume d'Alicia Garney, j'ai très très hâte de lire le tome suivant, et c'était vraiment pour ça d'ailleurs que je voulais relire celui-ci, parce que je voulais repartir vraiment de zéro et vraiment avoir lu la dernière version sortie du roman avant d'attaquer le deuxième, The Void, que j'ai très envie de lire depuis sa sortie d'ailleurs, et je sais même pas pourquoi je l'avais pas fait. Probablement parce que je me rappelais pas très bien de Will You Play, du coup voilà, donc l'ancienne version de The Dare. Là en l'occurrence je m'en rappelle très très bien, c'est très frais dans ma tête puisque je viens de le lire. Je vous conseille de lire cette saga, je vous conseille de manière générale de découvrir la plume d'Alicia, je trouve qu'elle a une plume très très douce, avec toujours beaucoup de drama, hein. Il faut pas avoir peur de sortir les mouchoirs quand même, parce que je crois qu'il y en a pas un seul où t'es pas un minimum ému, hein, quand même. Ou en tout cas tu ne... Enfin voilà, à chaque fois ça aborde des thématiques quand même pas toujours hyper fun. Voilà, je pense d'ailleurs que le paquet de mouchoirs va être nécessaire pour lire le 2. Mais je vous conseille vraiment de découvrir sa plume quand même, parce qu'elle a vraiment une certaine douceur, etc. Et si vous aimez en plus les slow burn et les Friends to Lovers, allez-y, parce que celui-ci, voilà, ça prend le temps. Hein, ils prennent le temps avant d'enfin s'avouer qu'ils s'aiment. On va pas se mytho, très longtemps. Ça se compte en années. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout vous avoir donné envie de découvrir ces 3 romans qui ont été de très jolies découvertes. Honnêtement, le prochain update lecture, ça va tirer à balles réelles parce que pour l'instant, il y en a un où je sais que je vais adorer, voire avoir un coup de cœur, parce que je suis en train de le lire et que je sais que ça va être un banger, et ça l'est déjà d'ailleurs. Mais les 2 premiers, déception sur déception. Et juste avant, j'en ai abandonné un, pareil, déception sur déception. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. J'espère vraiment que la fin du mois sera meilleure que cette semaine du... jusqu'au 9 février, on va dire. Voilà, la semaine du coup du... J'en sais rien, je suis nulle avec les semaines, mais en tout cas, la 2e semaine de février aura été... Enfin, la première, du coup, en théorie même. J'ai beaucoup trop lu en un week-end et ça me décale tout. Parce que là, les livres que je viens de vous présenter, je les ai lus entre le 1er et le 3 février. Voilà. Du coup, du 3 au 7, 8, 9, 8, ouais. Entre le 3 et le 8, c'était catastrophique là mes lectures. Donc j'espère que le reste du mois va être mieux. Parce que franchement, je vais pas vous cacher que j'ai choisi ma lecture actuelle sciemment en me disant, bon là c'est de la merde, on va prendre une valeur sûre. Voilà. Mais on en reparle la semaine prochaine dans le prochain update lecture. En attendant, n'hésitez pas à découvrir ces romans, on se retrouve très vite et jusque là, lisez vos textes.